Dans les cultures orales, on a seulement la mémoire pour emmagasiner les informations. Alors c'est très difficile de garder beaucoup d'informations et des renseignements sur un grand nombre de gens. La différence est venue dans différentes sociétés. Au Canada et ailleurs, il y a eu par exemple des façons d'enregistrer des informations en faisant des marques sur des bâtons ou des pierres. Really, the beginning of data collection came when writing came in. Mais la collection de données a réellement commencé avec l'écriture, quand l'enregistrement d'une information ne dépendait plus de la mémoire d'un seul individu. Elle était enregistrée ailleurs et pouvait être archivée. When paper came in, undoubtedly, records flourished. Printing meant reduplication. See, before that, avec l'invention du papier, on a pu faire de la duplication. Avant cela, les gens devaient tout faire. Faire le formulaire, faire les lignes et écrire. Avec l'impression, on a pu reproduire des formulaires similaires pour tout le monde et obtenir ainsi plus d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'information électronique, les difficultés ont changé par rapport à quand on avait l'information sur le papier. Alors oui, on peut enregistrer beaucoup plus de données, on peut les garder plus longtemps, on peut les copier facilement à plusieurs endroits, virtuellement sans erreur. La difficulté maintenant se retrouve à organiser cette information et essayer de la retrouver ou de la croiser. Dans ses travaux, Sylvana Côté croise les données qu'elle reçoit de Statistique Canada avec les renseignements personnels qu'elle recueille elle-même. Les données de recherche peuvent être utilisées en quelque sorte pour prendre une photo satellite de notre réalité. C'est-à-dire qu'on prend un recul et on regarde les grandes tendances dans une population. Le taux de chômage, le taux d'alcoolisme, le taux d'échec scolaire, par exemple. C'est certain que les statistiques doivent être utilisées judicieusement, puis c'est pour ça que c'est pas n'importe qui doit utiliser les statistiques et que les gens sont formés pendant une dizaine d'années à pouvoir les utiliser. Il suffit d'avoir des principes éthiques qui guident notre utilisation. Mais il y a aussi le fait que si on se fie pas sur les chiffres pour comprendre notre réalité, notre environnement, sur quoi on va se fier? Sur des anecdotes, sur le vécu de notre voisin, notre frère, notre sœur, c'est la meilleure façon d'avoir une photo de la réalité autour de nous. Puis c'est la meilleure façon de voir les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Dans mon domaine de recherche, j'étudie le développement des enfants et donc ça implique d'évaluer l'enfant et sa famille et son environnement plus large. Donc, par exemple, on va demander aux parents de rapporter comment se comporte leur enfant, à quelle fréquence il est agressif, à quelle fréquence il est triste, anxieux, déprimé, à quelle fréquence il est hyperactif, par exemple. Ensuite, on va demander aux parents de l'information sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont un emploi? Quel est leur revenu? Quelle est leur éducation? Est-ce qu'ils sont mariés? Quel genre d'interaction ils ont avec leurs enfants? Quel genre de pratique parentale ils utilisent? Et finalement, dans des données comme celles recueillies par Statistique Canada, on va avoir de l'information sur le voisinage. Est-ce que la famille vit dans un voisinage qui est plutôt défavorisé ou un voisinage qui ne l'est pas du tout? Et tous ces niveaux de variables-là peuvent permettre de comprendre pourquoi un individu se développe d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est en raison de caractéristiques personnelles de l'enfant? Est-ce que c'est en raison de son milieu familial? Ou est-ce que c'est associé au milieu social plus large? L'industrie du marketing fait un usage massif de renseignements personnels parce que c'est efficace et très rentable. Donc, on essaie de faire une traduction, je dirais, d'une base purement statistique, purement sociodémographique, à une base de comportement d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre cette information-là et comment ça se traduit en comportement d'achat, et cela directement à un univers marché très restreint.
On a des alliances avec des partenaires comme le PMB, le Print Measurement Bureau, qui, eux, font un sondage pan-canadien sur des habitudes de consommation. Donc, ils posent des questions à des gens sur des thèmes bien spécifiques, technologie, côté humain, médias, etc. Puis à ceci, on vient greffer aux informations qu'on a collectées de Statistique Canada. On va être capable d'aller appairer cette information-là à de l'information de compagnie, par exemple. Je suis un bijoutier, je suis un détaillant en alimentation ou autre. À partir de l'information qu'il y a sur sa clientèle, justement faire un joint entre cette information, l'information marché, pour pouvoir faire des actions subséquentes, et ça de façon ciblée. C'est-à-dire, au lieu d'y aller sur l'ensemble de l'île de Montréal, par exemple, pour une action donnée, je vais aller voir sur le territoire où se trouvent les gens qui ont un plus fort potentiel de répondre positivement à mon offre, par exemple, et je vais aller diriger cette offre dans ces marchés précis-là. Les États-Unis ont passé en 1974 le Privacy Act, qui empêche le gouvernement fédéral de recueillir des informations personnelles. Une des clauses très importantes de cette loi interdit au gouvernement de recueillir de l'information, à moins d'avoir une raison valable pour le faire. En temps normal, le gouvernement n'a aucune raison valable de recueillir des informations sur des gens comme vous et moi. Alors le gouvernement a permis au secteur privé de collecter des informations personnelles. Et quand le gouvernement s'intéresse à vous, il peut simplement acheter les informations personnelles vous concernant à une compagnie privée comme ChoicePoint. Quand on ne sait pas, on ne peut rien y faire. On ne peut pas vivre en société d'une façon prudente et éclairée. C'est donc le côté invisible de la collecte d'informations. C'est cette infrastructure cachée, plus que le fait même de collecter de l'information, qui doit nous préoccuper. La personne qui a un beau dossier dans une base de données commerciale est le consommateur moyen, qui dépense beaucoup d'argent et habite dans sa propre maison. Cette personne peut être pourrie, être une personne peu généreuse et méchante avec les autres, mais elle aura l'air d'une bonne personne dans ces bases de données parce que tout ce qu'elle mesure, c'est votre activité commerciale. Et pas si vous êtes une bonne personne, si vous êtes honnête ou non violent. Big Brother throughout the ages, no matter what regime you choose throughout history. Au fil des ans, Big Brother, peu importe le régime politique, a toujours soutenu que les bonnes personnes qui obéissent aux lois n'ont rien à craindre du système. Big Brother est seulement là pour déterminer qui sont les intrus, les subversifs, les criminels, les ennemis politiques. Tout cela n'a pas changé. Big Brother au XXIe siècle est identique. La seule différence, d'après moi, c'est qu'avant, ce niveau de contrôle et de surveillance pouvait être détruit, comme ça s'est passé d'ailleurs dans de nombreux régimes, par exemple en Europe de l'Est, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Maintenant, ces systèmes de surveillance, de contrôle, ces systèmes Big Brother se sont glissés au cœur de notre société et de notre économie. Nos systèmes de communication, nos systèmes de surveillance, nos systèmes informatiques, notre milieu de travail sont des lieux de surveillance. C'est de cette façon-là que le système est construit. On appelle cela « surveillance by design ». Ce système-là ne pourra jamais être renversé. Il ne pourra jamais être détruit. Je crois que les pays moins développés sont en avance sur les États-Unis, dans le sens que chez nous, il existe un système de relations gouvernementales. Il existe un contrat, du moins en principe, qui protège chaque citoyen face à une intrusion du gouvernement dans nos vies personnelles. Dans la majorité des cas, les autres cultures du monde ne possèdent pas, si vous voulez, ce genre de restrictions par rapport à la protection des données personnelles et à la protection de la vie privée qui est ressentie de façon si viscérale par tant d'Américains. Comme dans toute réalité humaine, il y a à la fois une dimension intéressante et une dimension terrifiante. Je vous prends un exemple concret. Le massacre au Rwanda des années 90 a été favorisé par une démarche qui semblait absolument géniale, puisque le colonial, la métropole belge, avait laissé aux administrateurs la façon de tenir des registres de population et des cartes d'identité. Et dans la carte d'identité
qu'avaient tous les citoyens belges, les citoyens rwandais, il y avait la religion et l'adresse. Alors, quand on a décidé de procéder au massacre que l'on sait maintenant, il était très facile de savoir que dans tel immeuble dans la capitale, au 3e étage, il y avait une famille qui avait telle religion et qui était de tel groupe ethnique. Et on a pu identifier un nombre incroyable de personnes qui ont été liquidées précisément à cause de ce renseignement personnel très précis, qui était détenu par l'État. Dans la vie de tous les jours, on a une idée assez précise de notre degré de visibilité qu'on offre aux autres. Quand on parle à une autre personne, quand on marche dans la rue, on a une assez bonne idée de la portée de notre voix et des personnes qui peuvent nous voir. Dans le monde de l'information, l'un des problèmes, c'est que nous n'avons pas encore bien compris comment ça marche. La plupart des gens ne comprennent pas bien comment fonctionne la technologie. Alors, nous n'avons pas encore les moyens de voir les traces qu'on laisse derrière nous. Certains, par exemple, vont attacher une importance incroyable à un petit renseignement qui va nous sembler banal. Par exemple, une femme battue. Une femme battue ne voudra absolument pas que l'adresse du centre d'accueil où elle est hébergée soit connue. Et pourtant, des adresses, s'il y a quelque chose de public, on se promène dans les rues, on en voit. Chacun attache une valeur à un renseignement personnel selon les circonstances, selon ses propres besoins et sa propre situation. Qu'un député ou un ministre soit marié, qu'il ait une conjointe de fait et vice-versa, ça n'a plus aucune importance. Par contre, aux États-Unis, à chaque élection présidentielle, les renseignements de la vie maritale, c'est quelque chose de phénoménal qui nourrit en quelque sorte toute une dimension de la campagne électorale. Là aussi, je pense qu'il est important de comprendre que les renseignements personnels pour les médias varient selon la culture et les problèmes d'une société. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité est l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face. C'est l'utilisation frauduleuse d'une identité, pas nécessairement pour porter atteinte à la sécurité de la société, mais simplement pour le bénéfice économique du criminel. C'est l'ennemi, si vous voulez, de l'individu qui a un bon taux de crédit. Comment pouvons-nous protéger cette cote de crédit et comment pouvons-nous protéger cette identité? C'est un défi qui préoccupe beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Pas tant chez les jeunes qui n'ont pas d'argent, mais les personnes plus âgées qui veulent protéger leur acquis. Les institutions financières, autant que les individus d'ailleurs, font face à un défi énorme. La technologie actuelle nous incite à rassembler toute l'information possible et ensuite à se demander ce qu'on va en faire. Mais je crois que ce n'est pas très stratégique si la législation se limite à restreindre le type d'information que l'on peut collecter. Ce qui pourrait par contre être plus efficace, c'est de permettre aux gens de savoir quand l'information est recueillie, pour qu'ils puissent comprendre leur implication dans la société et savoir quelles traces ils laissent derrière eux. Le marché de l'information est une affaire de dizaines ou de centaines de milliards de dollars. Nous avons beaucoup étudié ChoicePoint, un courtier de données qui achète et vend de l'information servant non seulement au commerce, mais aussi à la police et au gouvernement. Cette compagnie a fait un revenu de presque $1 milliard l'an dernier, et ce n'est qu'une des nombreuses compagnies impliquées dans ce domaine. Il y a d'autres compagnies importantes, dont LexisNexis et Axiom, qui achètent et vendent de l'information personnelle, et ce sont des compagnies inscrites en bourse. L'information, c'est le pouvoir. Point. Et là, la seule question qu'il y a à poser, es-tu assez intelligent pour utiliser ton pouvoir à ton avantage? C'est la seule question qu'il faut se poser. Alors, comme militants, nous, on a très vite réalisé qu'on avait autant besoin d'informations que les compagnies d'assurance, que le réseau de la santé, etc. Il fallait, nous-mêmes, en tant que militants, avoir des données sur qui et comment, mais que je n'avais pas besoin de savoir les noms, les adresses, les numéros de téléphone. Ça, c'était très secondaire. Autant pour la formation des médecins que pour faire de la prévention, que pour faire de la recherche, que pour comprendre le virus, que pour comprendre le phénomène du sida, je n'avais pas besoin de données qui identifient les personnes.
C'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'on n'aurait plus le droit de décider que des informations qui nous concernent circulent ou non. A priori, la dignité humaine, la liberté humaine, bien, ça nous donne le droit de dire non. Si ce droit-là n'existe plus, il n'y a plus de liberté humaine. Puis on n'a pas la liberté rien que parce qu'on n'a rien à se reprocher. On est libre, même si on a des choses, si on n'a rien à se reprocher, on est libre. Si la liberté ne sert que lorsqu'on a des choses à se reprocher, elle n'est plus très utile. Marissa va prendre son vol. Un nombre incroyable de renseignements personnels est attaché à son passeport et à son billet d'avion. On voit de plus en plus l'information personnelle utilisée pour élaborer des tableaux de risque basés sur le bilan des individus. Ceci nous amène là où la majorité d'entre nous ne voulons pas aller. Il pourrait y avoir un jour une cote de sécurité sur chacun de nous. Les pays ont constitué des méga-banques de données sur les ressortissants qui voyagent à l'étranger. En présentant son billet d'avion, Marissa donne en même temps son nom, son adresse, sa destination, son numéro de vol, le nom et l'adresse de l'agence de voyage, le mode de paiement, le numéro de la carte de crédit qu'elle a utilisée. Avant même que Marissa monte dans l'avion, Tokyo est déjà informé de son arrivée prochaine. Son passeport a été confronté à une liste de passeports volés. Les ordinateurs ont automatiquement vérifié si son nom figurait sur une quelconque liste de présumés terroristes. Pour résumer, ce qui donne le frisson dans ces dossiers permanents, c'est que vous obtenez le profil d'une personne, et c'est ce qui est attendu d'elle. La créativité et la diversité impliquent du changement, impliquent que des gens cassent le moule. Dans un monde nouveau, les personnes ont la capacité de faire des choses différentes, de changer d'environnement, de joindre un groupe, de bouger. Au Canada, comme société multiculturelle, nous défendons cela. Nous célébrons la différence. Et c'est ce qui est menacé. La surveillance empêche les gens d'être différents parce qu'ils craignent la manière dont ils seront interprétés. De plus, un dossier permanent prédit votre comportement en se basant sur votre conduite dans le passé. On vous offre un livre que vous avez déjà lu. Je veux lire quelque chose de différent la prochaine fois. Je veux aller à un endroit différent. On ne veut pas être prévisible. On veut être différent. On veut être créatif. Dans une société d'information, c'est l'habilité de changer, de trouver de nouvelles choses qui fera une grande nation au niveau économique, culturel et artistique. La vie privée est fondamentale pour cela. Si on ne peut pas protéger notre propre capacité d'être nous-mêmes sans que les autres nous disent qui on est et qui on sera, alors nous sommes perdants. Et nous perdons beaucoup comme nation et comme société. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. La technologie progresse à une vitesse folle. Bientôt, tout le monde pourra espionner tout le monde. La vie privée comme nous l'avons connue n'existe déjà plus.